nous avons un autre candidat à l'élection présidentielle, George Kuzmanovic, qui n'avait pas été, que nous n'avions pas invité, mais qui est là. Et donc, du coup, nous allons vous passer sur le grill, vous aussi. Voilà. Merci pour cette invitation de dernière minute. Ça tombe bien. Mais non, mais l'occasion fait le larron, et dans la mesure où nous avons le projet d'inviter, et nous avions tenté d'inviter tous les candidats, il est tout à fait normal que vous soyez là. Eh bien, vous avez assisté à peu près à tout ce qui vient de se dire, et je vais donc vous faire subir exactement le même exercice, c'est-à-dire que je vais d'abord vous demander de préciser, selon vous, les causes de la désindustrialisation telle que nous la vivons aujourd'hui. Comment vous voyez, par où avons-nous péché? Et ensuite, nous en viendrons à vos propositions. Le plus terrible, c'est la financiarisation de l'économie et la trahison de nos élites. Il se fait que dans les années 70, 80, 90, nous sommes passés d'un capitalisme industriel et national à un capitalisme international et financier. Donc à une époque, ce que l'on appelle la bourgeoisie, gagnait les revenus du capital avec des usines localisées principalement en France, avec des travailleurs en France et sur lesquels on pouvait faire pression par la grève, la négociation. Et donc il y avait un jeu politique. Et il y avait même une certaine symbolique. Souvent les fils des grands patrons emmenaient, quand il y avait des guerres, les ouvriers au combat. Et puis on est passé à un capitalisme international et financier où les bénéfices du capital sont tirés d'abord de la finance. Et on a toute une élite financiarisée qui a intérêt à la destruction des régulations, à la destruction de ce qui a fait cette unité nationale après la Deuxième Guerre mondiale, qui a été construite autour du Conseil national de la résistance. Et donc l'objectif a été la dérégulation, casser l'État-nation, et ça s'est fait par l'imposition des traités de libre-échange et des traités européens, mais qui n'ont pas été imposés par une force militaire venant nous les imposer, mais par nos élites qui ont le même intérêt que les autres élites de ces autres pays pour se détacher des intérêts de la nation et du peuple. Alors, vous évoquez cette financiarisation, vous évoquez cette dérégulation. Cela dit, on aboutit à la fin, on est à la fin d'un cycle. C'est-à-dire que ce que vous décrivez là, on en voit aujourd'hui le bout, dans la mesure où on voit justement toutes ces instances, ne serait-ce que l'Union européenne, obligée de réguler un petit peu. Est-ce qu'on peut utiliser cette velléité de régulation naissante pour essayer d'inverser la vapeur? C'est-à-dire, comment peut-on utiliser la prise de conscience actuelle pour essayer de remettre des barrières, des régulations, des règles, en fait, et de la reterritorialisation? Eh bien justement, vous l'avez dit, c'est la crise de la Covid que je crois a été un révélateur pour tous les Français. Le mot souveraineté était brocardé jusqu'à la crise de la Covid. Et tout à coup, on s'est rendu compte, ça a été dit par d'autres, qu'il n'y a pas de masque, qu'on ne peut pas faire de respirateur, que tout à coup les gens meurent parce qu'il manque des médicaments de première nécessité. Le pays s'est retrouvé en suffocation. Et on a tellement été incapable de se protéger qu'on a enfermé l'ensemble du pays pendant des mois. Là où un petit pays, plus petit que la France, la Corée du Sud, mais qui a gardé ces grandes industries, ces grands conglomérats, les chaebols, et qui a été capable de réagir à peine 3000 morts et n'a jamais rien fermé, sauf un mois les discothèques. Donc on se rend bien compte, et c'est pour ça que même Emmanuel Macron, qui lui défendait la souveraineté européenne, ce qui ne signifie rien parce qu'il n'y a pas de peuple européen, a bien été obligé de mettre de la souveraineté partout. Et il en parle tout le temps, même s'il fait exactement le contraire. Je pense en particulier au traité d'Aix-la-Chapelle, qui nous met en grand danger, y compris sur la souveraineté géopolitique. Alors oui, on peut peut-être préciser ce qu'est le traité d'Aix-la-Chapelle, qui est un traité avec l'Allemagne et qui est un traité dont différentes dispositions, en fait, mènent à une alliance de plus en plus forte, quitte à petit aller notamment vers le partage du siège au Conseil de sécurité de l'ONU et différentes autres choses. Ben voilà, vous l'avez dit, ça a été confirmé par un certain Roland Lescure, député LREM, président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, qui n'est pas rien, et qui a dit dans un entretien au Figaro récemment que s'il y a un prochain quinquennat Macron, ce sera la même chose puissance 10,
plus transfert du siège de la France au Conseil de sécurité à l'Union européenne. De facto, ça veut dire à l'Allemagne, comme on l'a fait récemment avec, on se demande bien pourquoi, il n'y a toujours pas d'explication, le transfert de la fabrication du moteur Vinci d'Ariane 6, qui était fabriqué à Vernon dans l'Eure, a été envoyé en Allemagne, peut-être parce que l'Allemagne manque d'emplois industriels, je ne sais pas. C'est peut-être ça la raison. Venons-en aux propositions que vous pourriez faire pour relocaliser. On a évoqué jusqu'à présent, on a entendu les différents candidats qui se sont succédés. Il a été question de commande publique, il a été question de protectionnisme, il a été question d'aide de l'État davantage ciblée. Quel est votre programme à vous pour permettre la réindustrialisation? Alors, il est vaste et il est entre autres développé par notre porte-parole sur les questions industrielles, Jean-Charles Ourcade, qui fut directeur général de Thomson, en charge de la stratégie de Thales et président de France Brevet, et qui a défendu, mandaté par Arnaud Montebourg, à l'époque, l'industrie française. Donc on a une idée assez précise de ce qu'il faudrait faire. Et donc la première chose à faire, c'est ce qu'avait fait De Gaulle. C'est avoir un État stratège et un État planificateur. Et donc un État qui est intéressé à non seulement relancer par des mesures qui ont été proposées ici, mais à coordonner de manière rationnelle, cohérente, la réindustrialisation du pays. Donc ça veut dire qu'il faut définir des filières stratégiques, vous avez demandé tout à l'heure. Alors moi je pense que c'est l'énergie, le transport, la santé, la défense, l'alimentation, et la banque. Extrêmement important, avoir une banque d'investissement. Il y a eu une proposition, je crois que quelqu'un en a parlé tout à l'heure, Monsieur Laurent. Nous on est assez précis, donc c'est refaire une vraie banque d'investissement public où on peut faire des dépôts. Les Français pourront faire des dépôts, rentrer en concurrence avec les autres banques et prêter à taux zéro aux PME, mais avec des conditions. Parce que quand on aide les entreprises en France, jusqu'à maintenant, il n'y a jamais de conditions. Et les conditions, eh bien, c'est que l'emploi soit fait en France et si jamais l'argent part ailleurs, eh bien que l'argent soit récupéré. Par exemple, le crédit impôt recherche. Vous avez une disposition dans le crédit impôt recherche, malheureusement, qui est que les recherches peuvent être faites à l'étranger. Donc une entreprise comme Sanofi, qui a licencié des chercheurs en pleine crise Covid pour les envoyer aux États-Unis, pourra continuer à bénéficier du crédit impôt recherche en faisant faire des recherches ailleurs. Bon, tout ça doit évidemment s'arrêter pour qu'on ne finance pas en plus la désindustrialisation, puisque concrètement, c'est ce qui se passe. Alors, ça, c'était la dimension donc, on va dire de l'investissement. En termes on va dire de taxation, de rééquilibrage de la concurrence libre et supposément non faussée, là aussi, j'imagine que vous avez des propositions. On a entendu, là aussi, évoquer à la fois les questions environnementales, les questions sociales. Comment vous gérez ça ? Mais je crois qu'il faut casser le carcan européen. Il n'y a pas d'autre solution pour réindustrialiser. Ça veut dire quoi, casser le carcan européen ? C'est d'abord commencer à désobéir à tout ce qui nuit à l'intérêt national et à l'intérêt des Français. Et donc, bien des choses que nous proposons et qui sont proposées par d'autres candidats ne peuvent pas être faites en raison de ce carcan européen. Et bien sûr, refuser une partie des traités de libre-échange. Et moi, je ferai comme les Américains, parce que les Américains aussi sont inscrits dans les traités de libre-échange, sauf que c'est un véritable État indépendant, et ils ont une loi qui s'appelle le American Buy Act, qui oblige, avec de la commande publique, à acheter d'abord américain, quand c'est possible. Eh bien, je propose, puisqu'on est au salon du Made in France et qu'on est un peu dans l'anglicisme, de faire un French Buy Act, en premier ressort, et s'il n'y a pas, suivi d'un European Buy Act, on achète à nos voisins européens, donc ce n'est pas pour casser tous les rapports avec les Européens, mais forcer au moins la commande publique pour des achats sur le territoire national. Même question qu'à vos prédécesseurs, c'est très joli. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller dans le rapport de force pour imposer cela ? On fait comment si on a des pays européens qui refusent ? Quel pays européen exactement ? L'Allemagne, au hasard. La France est, au hasard, l'Allemagne. La France a une contribution de 40 milliards et nous sommes contributeurs nets, c'est-à-dire positifs de 7 milliards. Si la France décide d'arrêter, l'Union européenne ne peut pas continuer. Regardez déjà quand la Pologne, pour de bien mauvaises raisons, mais décide de faire, on va faire comme on veut.
Voilà, on voit que l'Union européenne a déjà du mal à s'imposer à la Pologne. Comment voulez-vous qu'elle s'impose à la France si la France dit stop? Et je pense surtout que c'est la volonté des peuples d'Europe. À chaque fois que l'Union européenne a demandé aux peuples européens, aussi différents que les Grecs, les Français, les Britanniques ou les Hollandais, est-ce que vous êtes d'accord avec telle ou telle disposition? Par exemple, le traité constitutionnel européen en France, les peuples européens ont toujours voté non. Donc dès qu'il y aura en Europe une force, et la France est une grande puissance, je pense que les peuples dans les pays européens diront on veut faire comme eux. On veut récupérer nos hôpitaux, on veut récupérer nos industries. On ne veut pas on veut une Europe des peuples, une Europe des nations, comme le disait le général de Gaulle, et pas une Union européenne qui fait les bénéfices des banques. Merci beaucoup, Georgi Kuzmanovic. Je rappelle que vous êtes candidat pour le parti République souveraine. Voilà. Merci à vous. Merci.